RCF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Polychrome. Je suis Chloé Thériault, volontaire en service civique au sein de l'Association des jeunes européens Strasbourg et je suis ravie de vous retrouver pour cette émission consacrée à l'Europe. Est-ce que vous avez déjà pris un train de nuit pour vous rendre d'une ville européenne à une autre ? Les trains de nuit ont petit à petit disparu ces dernières années en Europe, mais reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène. Alors pourquoi les lignes ont été progressivement suspendues depuis les années 90 ? Et pourquoi renaissent-elles aujourd'hui ? Pour répondre à ces questions, on vous emmène en reportage à la gare de Strasbourg, rencontrer un conducteur de l'Orient Express, une contrôleure et un passionné de train depuis l'enfance. Nous irons ensuite à distance à la rencontre d'Anna Deparnay-Grunenberg, eurodéputée allemande et membre du groupe des Verts du Parlement européen. Puis, toujours à la gare, nous irons discuter avec les voyageurs sur les quais pour avoir leur avis. Polychrome, Chloé Thériault, RCF Alsace. Pour commencer, retrouvons Théo Boucard pour introduire le sujet. Les trains de nuit en Europe font un retour remarqué dans le paysage européen. À quoi cela est dû ? Alors avant d'expliquer quoi que ce soit, j'aimerais vous raconter 2 anecdotes personnelles au sujet des trains de nuit en les reliant à notre sujet du jour. En 1990, mes parents sont partis en vacances à Berlin, quelques jours dans la ferveur d'une ville qui avait vu le mur lascarifiant de bout en bout tomber quelques mois plus tôt. Pour aller dans la future capitale de l'Allemagne réunifiée, mes parents avaient pris le train de nuit depuis Paris. 20 ans plus tard, en février 2010, ma classe de latin de 3e partait pour un voyage scolaire à Rome. Une semaine dans la ville éternelle, il faisait 25 degrés là-bas, à Paris il neigeait, vous voyez le tableau. Bon, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que j'ai, à mon tour, pris le train de nuit depuis la gare de Bercy à Paris jusqu'à Rome. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Eh bien, parce que ces 2 lignes, Paris-Berlin et Paris-Rome, ont toutes les 2 été supprimées à peu près au même moment, vers 2013-2014. Et figurez-vous aussi que ces 2 lignes nocturnes reprendront du service en 2023 et 2024. Au final, le train de nuit européen actuel, c'est un peu une histoire d'une résurrection qu'on n'avait pas forcément vu arriver, du moins en Europe occidentale. En effet, si vous voyez la carte des trains de nuit en Europe, on voit que la densité des lignes nocturnes est assez importante entre la Suisse, l'Autriche, le sud de l'Allemagne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et le nord de l'Italie. Cela est dû, entre autres, au fait que les compagnies ferroviaires de ces pays opèrent sur des réseaux nationaux assez petits, qu'une compagnie comme les ÖBB autrichiens ou les CFF suisses n'ont pas de matériel roulant à grande vitesse, etc., etc. De ce fait, les trains de nuit sont une offre assez intéressante pour une grande partie des voyageurs. D'ailleurs, l'arrivée du TGV en France au début des années 1980 n'est peut-être pas étranger au déclin subséquent du trafic ferroviaire de passagers de nuit. L'Europe occidentale et méridionale tente toutefois de rattraper ce retard. Cette année, la ligne Paris-Berlin doit être inaugurée en décembre, tandis que Amsterdam-Berlin et Bruxelles-Berlin doivent aussi être mises en service. En 2024, c'est au tour, ou plutôt au retour, de Paris-Rome, ainsi que Paris-Varsovie, et tout un ensemble de tronçons qui permettraient de faire Zurich-Porto, en passant par le sud de la France et Madrid en Espagne. En 2025, ce sera le tronçon Amsterdam-Barcelone, en passant par Paris, qui fera la joie des voyageurs nyctalopes. En tant que Strasbourgeois et Alsaciens, je pense que nos auditeurs peuvent aussi acter le grand retour du train de nuit avec l'inauguration en décembre 2021 de la ligne Paris-Vienne avec un arrêt à Strasbourg. Mais s'il ne s'agit pas de prendre ce train tous les week-ends pour profiter de l'ancienne capitale des Habsbourg, c'est toutefois un symbole d'une situation qui, à mon sens, va dans le bon sens, ce qu'il y a de le dire. En effet, l'Europe a besoin du train pour la transition énergétique. Le transport est responsable d'environ 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et même s'il ne s'agit pas de supprimer des lignes de train de jour, le fait d'avoir aussi des lignes de train de nuit permettrait aux voyageurs européens de disposer de plusieurs alternatives afin d'avoir des voyages qui puissent leur convenir et surtout à des prix quand même assez intéressants. Pour vous donner un exemple, le fait de faire Strasbourg-Bruxelles de nuit, ça revient à environ 15 €. Il s'agirait d'avoir des lignes de train qui soient aussi compétitives de ce point de vue-là. Or, jusqu'à présent, le trafic ferroviaire n'est pas aussi compétitif que ces lignes de bus, donc il s'agirait aussi de faire un effort dans ce sens. Merci Théo Boucard. Mais alors, la grande question que l'on se pose est pourquoi les trains de nuit ont petit à petit disparu ces dernières années ? Alors, direction la gare de Strasbourg en compagnie de Théo Mertz, étudiant en histoire à l'université de Strasbourg et passionné des trains depuis l'enfance. Théo, est-ce que cette disparition est liée, à des problèmes logistiques, comme la taille des rails, qui peut changer entre les pays ? Non, alors il y a l'Espagne qui a un écartement qui n'est pas standard, mais des solutions existent. La plupart des trains faits pour aller en Espagne ont un système, et la frontière espagnole en a un, qui permet de changer l'écartement des trains sans que les passagers aient besoin de changer de train et sans même que le train ait besoin de s'arrêter ou de passer en atelier. C'est quelque chose d'automatique.
il passe à 10 km/h et la roue change d'écartement, ce qui permet une compatibilité des réseaux. Alors ça concerne que certains trains, mais ça existait, il y avait des trains de nuit Paris-Madrid, Paris-Séville, Paris-Barcelone. Et pourquoi ils ont disparu ces trains-là ? Quand on regarde, la suppression des trains de nuit commence dans les années 90 et leur arrêt de mort s'est fait dans les années 2010. C'est lorsque les compagnies low cost d'aviation ont explosé en termes de vols quotidiens et de prix. Donc l'avion est l'un des facteurs de la disparition progressive des trains de nuit. Mais est-ce la seule raison ? Nous sommes allés interroger un des conducteurs de train de l'Orient Express, le train de nuit partant de Calais et allant jusqu'à Venise. C'est purement économique, on se partage les marchés. Maintenant, les gens préfèrent se déplacer 2 heures Strasbourg-Nice que de prendre un train et de faire 8 heures de train. Ouais. C'est l'éternel problème. C'est la durée, les gens sont pressés. Il y a la partie économique et après il y a la conjoncture, le prix des carburants. En fait, il y a plein de paramètres. Donc on nous parle principalement de soucis économiques et logistiques, mais une contrôleur a accepté de nous partager son envie de travailler dans les trains de nuit. Il y a beaucoup plus, comme il y a plus de personnel, il y a plus de travail d'équipe. Et puis les gens sont généralement plus détendus quand c'est en couchette. Enfin, c'est le retour qu'on a et c'est vrai que c'est très demandé. C'est vrai ? Ouais, c'est quand même plutôt demandé. Après, bien sûr, toujours faire attention aux rondes, l'intimité, etc. Mais non, c'est ça que je voudrais en faire. Donc vous, ça vous plairait qu'il y ait plus de trains de nuit oui. En France, qui partent notamment en Europe ? Ah oui, carrément. Culture, science, spiritualité. Vous écoutez Polychrome, le magazine de la découverte sur RCF Alsace. Nous retrouvons maintenant Madame Deparnay-Grunenberg, eurodéputée chez les Verts au Parlement européen. Madame Deparnay-Grunenberg, nous avons pu discuter avec un conducteur de train de nuit qui nous a donné l'une des raisons principales à la disparition progressive des trains de nuit, l'avion. On voulait également avoir votre avis. Je pense qu'il y a eu 2 évolutions qui n'ont pas aidé le train de nuit. La première évolution, c'est évidemment les lignes aussi de trains rapides. Parce qu'il faut se rendre compte qu'avant, les trains de nuit étaient très courants, mais en fait, ils faisaient des distances pendant la nuit qui n'étaient pas très grandes. Donc, une fois qu'il y a eu le train à haute vitesse et aussi l'avion, d'un seul coup, à l'époque, les dirigeants politiques et on va dire le narratif de la société en général a pensé que les trains de nuit, c'était quelque chose de populaire, de pas très confortable. Et maintenant, en fait, on a des meilleures alternatives. Et donc, en fait, on a investi dans les infrastructures pour le train à haute vitesse et dans les infrastructures pour l'aviation. Et en gros, maintenant, quand on regarde, les locomotives et même les wagons de train de nuit sont encore très vieux, des années 60-70. On a laissé en fait un peu, on va dire, le marché descendre de plus en plus et on a offert d'autres alternatives. Donc, en fait, voilà, ça a baissé. La plupart des opérateurs ferroviaires ont année par année enlevé des lignes. Voilà. Là, justement, en fait, on est en train de voir qu'il y a une sorte de renaissance des trains de nuit en Europe en ce moment. Et pourquoi, en fait, qu'est-ce qui a été le déclic ? Je pense quand même que la conscience du changement climatique, avec tout le mouvement pro-climat et une jeunesse qui est quand même très consciente, et quand même des jeunes qui veulent voyager, a fait que on se pose la question comment puis-je voyager, décarboner. Et donc, en fait, l'avion étant quand même extrêmement polluant, je pense que ça a remis en fait le train de nuit à la mode. Et en plus, on voit que avec les nouveaux systèmes ferroviaires et surtout ÖBB, donc l'opérateur autrichien, ils se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait maintenant, avec les nouvelles méthodes, faire des distances beaucoup plus longues pendant une nuit. Donc, en fait, ça relie les capitales européennes les unes aux autres de manière en fait très sensée. Et en plus, on a remarqué quand même que beaucoup de gens trouvaient que c'était pour faire un voyage rapide. En même temps, déjà, on arrive en plein centre-ville le matin et on n'a pas besoin de payer de nuit d'hôtel. On peut faire 1 ou 2 journées, on va dire, dans une ville et quand même utiliser le temps de sommeil pour ne pas perdre de temps. Donc, d'une certaine manière, c'est ça qui a fait aussi renaître les trains de nuit. Je pense que c'est vraiment cette conscience écologique qui a réouvert les portes aux trains de nuit. Est-ce que c'est assez accessible, en fait, économiquement, le train de nuit ? Parce que parfois, on pouvait se dire aussi, en fait, c'est assez cher, les billets de train. Donc, est-ce que ça peut jouer ? Est-ce qu'il y a une volonté des compagnies ferroviaires en Europe à baisser peut-être les prix? Je pense que c'est ça aussi tout le problème aussi. Je dirais que pour l'instant, on en est encore dans un marché très, très réduit et avec une demande qui est beaucoup plus grande que l'offre. Donc, c'est pas tellement dans le sens que ça va faire baisser les prix.
parce que en fait, les opérateurs ferroviaires, surtout quand ils vendent des couchettes, ils sont toujours bookés au moins 6 à 8 semaines d'avance. Donc, en fait, ils n'ont pas tellement d'idées de vouloir baisser les prix parce qu'en fait, on n'a pas assez d'offres. Donc, au niveau de la politique, si on veut un jour que les prix soient plus modérés et plus accessibles à tous, il va falloir faire des cartes exprès pour les jeunes, il va falloir faire des tarifs sociaux et il va surtout d'abord y avoir un réseau en fait qui est réel et où il y a des trains de nuit de quasiment toutes les grandes villes à toutes les grandes villes pour que on puisse aussi se poser la question 3-4 jours à l'avance. Tiens, je veux aller à Berlin, j'ai un rendez-vous le matin. Alors, soit je dois prendre l'avion le soir d'avant et me payer l'hôtel, ou soit je prends le train de nuit. Mais si, par exemple, je me rends compte qu'il faut que je planifie tout mon emploi du temps 6 semaines à l'avance pour avoir la chance d'avoir une couchette, c'est pas encore vraiment au point le système. Qui lance en fait les nouvelles lignes de train de nuit? Est-ce que en fait c'est les opérateurs ferroviaires, pays par pays? Il y a une nouvelle ligne qui a ouvert du coup entre Paris et Vienne, mais on a pu voir qu'en fait c'est l'Autriche qui s'occupe de tout ça. Est-ce que c'est facile en fait pour les pays de communiquer entre eux? Alors, en fait, c'est toujours un opérateur qui doit, bien sûr, définir des lignes à haut potentiel et qui doit mettre en place une nouvelle ligne de train de nuit. Alors, pour l'instant, on n'a que cet opérateur autrichien qui arrive, en fait, d'une certaine manière, à se faire subventionner la partie interne en Autriche par rapport à un système qui est propre à l'Autriche et qui fait qu'ils arrivent à avoir un business case, même s'ils font du Stuttgart-Venise, ils vont passer par l'Autriche. S'ils font Vienne-Paris, bon, forcément, ils passent par l'Autriche. Mais en fait, pour l'instant, ils ne sont capables de donner en fait des services que si ça passe par l'Autriche. Et donc, en fait, parce qu'ils ont, eux, réussi à l'intérieur de leur pays à avoir le droit de faire passer ça comme aussi un service à la population autrichienne. Et ils ont une espèce de structure de subvention qui fait que c'est en fait après abordable. Alors, comme les autres pays pour l'instant ne sont pas rentrés dans les subventions pour le train de nuit, pour un opérateur comme la Deutsche Bahn ou comme la SNCF, c'est absolument pas rentable. Parce qu'il faut voir que en Europe, on a en fait sur tous les rails, même si c'est quasiment le seul moyen de transport à peu près décarboné qu'on a, on a en fait un péage sur tous les kilomètres de rails dans toute l'Europe. Ce qui fait que, en plus, c'est pas seulement par distance, mais c'est aussi quelquefois par unité de temps. Et donc, un train de nuit qui va forcément ne pas aller très vite parce qu'il veut quand même que les gens aient le temps de dormir, il va même peut-être des fois exprès aller un peu lentement. Et ben en fait, comme c'est par kilomètre et par unité de temps, en fait, les charges pour payer ces péages ferroviaires sont énormes. Ce qui fait que s'il n'y a pas une structure de subvention derrière ou s'il n'y a pas une structure pour que les pays disent qu'ils veulent arrêter de demander les péages, ça fait quand même vraiment cher pour l'utilisateur. Donc, c'est un peu là les choses où si politiquement on veut une renaissance du réseau de train de nuit dans l'Europe, il va falloir qu'on change la donne, sinon ça ne va pas être jouable pour des nouvelles compagnies ferroviaires. Et on voit maintenant l'ouverture, la libéralisation du marché fait qu'il y a des petites compagnies qui essayent, mais en fait, ils n'y arrivent seulement que dans des périodes de vacances. Donc, comme on a certaines compagnies qui vont faire l'Allemagne à la Scandinavie, ou qui vont faire de l'Italie au nord de l'Allemagne à la plage, mais c'est au début et à la fin des vacances. C'est pas encore un modèle qui est possible pour toute une année, quoi. Donc, on est dans le début et il faudrait changer un peu les règles. C'est sur ce qu'on travaille à l'Union européenne pour que ça devienne plus rentable. Nous retrouvons Madame Deparnay-Grunenberg dans quelques instants, mais partons avant ça à la gare de Strasbourg rencontrer des voyageurs. Est-ce que vous avez déjà pris un train de nuit ? Non, jamais. Et est-ce que ça vous intéresserait d'en prendre un peut-être ? Non, pas spécialement. On prend le train très rarement. C'est parce qu'on vient en randonnée qu'on prend le train pour avoir plus facile pour arriver sur place, ou sinon on Et pour faire des longues distances, des très longues distances, vous optez pour quoi plutôt ? On ne fait jamais de longue distance. Et vous avez quel âge ? J'ai 16 ans. J'ai 17. Ok, et est-ce que ça vous intéresserait par exemple de prendre des trains de nuit, je sais pas, pour aller faire des distances un peu plus longues plutôt que de prendre l'avion ? Non, pas vraiment. L'avion, ça reste quand même bien plus rapide. Et le train, pour faire des vraiment longues distances, ça reste très long quand même. Ouais,
Je suis d'accord avec son avis, hein. L'avion je trouve ça meilleur. Le train ça fait plus de bruit et tout, l'avion c'est mieux, quoi. Maintenant qu'on sait que l'avion pollue quand même énormément comparé au train, est-ce que ça vous ferait peut-être changer d'avis au bout d'un moment? Non, pas forcément, parce que même des fois l'avion reste moins cher. Alors pour l'instant l'avion reste meilleur. Donc est-ce que vous avez déjà pris un train de nuit? Autrefois. C'est vrai? Autrefois, mais il y a 40 ans. Pour aller où? Parce qu'il y avait un train Paris-l'Allemagne direct. Jusqu'où en Allemagne? Sur les lacs de Constance, Friedrichshafen. Voilà, donc il était direct, il partait à minuit et il arrivait là-bas. Mais depuis, je prends très peu les trains. Là, c'est vraiment... C'est vraiment occasionnel. Oui. Et ça vous manque? Vous aviez bien aimé? Moi, oui, à ce moment-là, oui. Mais sinon, on est toujours en voiture. Donc, oui, c'est ça. Je suis seule. Donc, d'ailleurs, je viens juste pour un anniversaire. Je repars ce soir sur Paris. Il semblerait que les personnes interrogées préfèrent le confort et la vitesse de l'avion au train de nuit pour les longues distances. Mais comment le rendre à nouveau à la mode? Madame de Parnay-Grunenberg, vous nous avez rapidement parlé du travail de l'Union européenne quant à la remise sur rail des trains de nuit en Europe. Mais quel est son rôle exactement? Alors, premièrement, l'Union européenne pourrait surtout harmoniser les règles qui sont valables dans les différents pays, parce que sinon, on a besoin de plusieurs types de locomotives dans chaque pays, ce qui fait que ça devient extrêmement cher. On a besoin aussi souvent de conducteurs de locomotives qui savent les plusieurs langues quand on traverse les différents pays. Ça, c'est on va dire des règles européennes qu'on pourrait faire plus simplement et on va dire plus en faveur du train de nuit. C'est-à-dire qu'au niveau des langues, ça suffirait peut-être de savoir sa propre langue et l'anglais. Au niveau des différentes locomotives, si elles sont, on va dire, acceptées dans un pays, qu'elles soient aussi acceptées dans l'autre. Et que sur certains standards techniques, on ait un peu une standardisation. Donc ça, c'est l'Europe qui pourrait faire et ça, ce serait vraiment, on va dire, le B à bas pour que ça fonctionne mieux, le transfrontalier. Donc ça, ce serait le point numéro 1. Et le point numéro 2, bien sûr, on pourrait s'imaginer que l'Union européenne commande aussi des trains de nuit, commande certaines lignes, donc que ce soit eux qui fassent les appels d'offres. Par contre, pour l'instant, on n'a pas vraiment les structures politiques et on n'a pas encore non plus de vraie volonté politique et de majorité pour mettre en avant un certain système de subvention ou tout simplement d'enlever les péages ferroviaires pour que ça redevienne moins cher de prendre le train. Donc pour l'instant, on a du mal à se battre pour que, par exemple, il y ait une taxe sur le kérosène pour l'avion. Par contre, le ferroviaire, ils payent leurs taxes, leurs impôts sur l'énergie comme tout autre secteur de l'industrie. Donc, pour l'instant, alors qu'on sait que le ferroviaire, c'est ce qu'il y a de moins nocif pour le climat, on a quand même tous les désavantages. Moi, mes enfants, ils sont assez conscients, ils préféraient utiliser beaucoup de leur temps pour prendre le train, parce qu'ils savent que c'est plus écologique, mais si en même temps c'est 4 fois plus cher, ah oui. Alors là, ça devient compliqué de se dire je vais faire 36 heures de train pour aller à Bucarest ou pour aller à Porto, alors que en 2 heures j'y suis en avion et en plus ça me coûte un quart du prix, quoi. Bah c'est ça, si les prix allaient avec, en fait, c'est beaucoup mieux. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être la mentalité à revoir du voyage, en fait. La vision du voyage où, en fait, le voyage commence à partir du moment où on prend le train, où on prend le transport et pas juste quand on arrive. Et je pense que ça pourrait redonner envie aussi à la population. Et je pense que oui, le prix joue beaucoup. Mais j'avais une dernière question pour finir. Oui. Vous avez parlé donc en fait d'une nouvelle ligne qui va ouvrir dans la semaine, Berlin-Bruxelles. Et donc en fait, comment elle a été ouverte en fait? Est-ce que c'est un accord entre Bruxelles et Berlin, des opérateurs ferroviaires? Comment ça marche? Eh ben en fait, justement, c'est de nouveau la EBB, donc qui a fait un partenariat avec l'Allemagne, et ça va quand même être une coopération entre cet opérateur autrichien et la Deutsche Bahn qui vont mettre en place cette ligne. Et en fait, la chose qu'il faut savoir, ce qui nous manque le plus, en fait, ce sont, si on veut profiter d'un marché libéralisé où on pourrait avoir, on va dire, de tout type, hein, comme dans les hôtels, on pourrait avoir des hostels où c'est pas cher et c'est un peu plus rempli, mais pour les gens qui ça ne dérange pas, d'autres ce seraient des catégories supérieures, mais on n'a pas assez en fait de matériel roulant. Ça c'est en ce moment, on va dire, à côté des mesures politiques qui sont pas très favorables, on n'a pas assez de matériel roulant. Et les grandes entreprises du ferroviaire, Alstom, Siemens, tout ça,
ils nous disent qu'ils ne veulent pas re-rentrer dans l'industrie du train de nuit s'il n'y a pas une décision politique, on va dire, un peu consensuelle sur, on va dire, au moins 3 ou 4 grands opérateurs. Donc ça, c'est un peu le rôle de l'Europe. Si la Deutsche Bahn, la SNCF, Alitalia et Trenfe d'Espagne diraient on veut rentrer dans le marché du train de nuit de manière sérieuse et on veut rouvrir dans les prochaines 7 à 8 ans, je sais pas, une 50aine de lignes, bah bien sûr, il y aurait une idée de l'industrie du ferroviaire de refaire les nouveaux modèles qui sont excellents, où on peut encore beaucoup mieux dormir avec Wi-Fi et tout ça. Mais là, en ce moment, ils hésitent parce qu'ils se disent bah, c'est peut-être seulement une petite partie de la jeunesse un peu écolo qui fait ça. Mais bon, si les grands opérateurs ils rentrent pas, pour eux, ça vaut pas le coup de mettre en place, on va dire, vraiment des fabriques et de commencer à reproduire ce genre de train. Ouais, donc en fait, il faudrait une énorme campagne un peu de communication pour tout ça. Quelques décisions de base au niveau de l'Union européenne et surtout au niveau des États membres, parce que bon, l'Union européenne, c'est quand même toujours aussi le consensus de nos présidents et de nos ministres. Si tous les ministres des transports européens de chaque pays disent en même temps on veut favoriser le ferroviaire, on veut standardiser au niveau de l'Union européenne, on veut mettre des subventions en place et on veut faire des programmes d'investissement pour le ferroviaire au niveau de l'industrie et au niveau du matériel roulant, ben voilà, on l'aurait quoi. Polychrome, le magazine de la découverte sur RCF Alsace. On observe bien la renaissance des trains de nuit transfrontaliers en Europe malgré la forte concurrence avec l'aviation. Espérons maintenant que les opérateurs ferroviaires européens tombent d'accord et compensent ainsi un peu plus à la planète. Il est à présent temps de nous quitter. Un grand merci à Anna Deparnay-Grunenberg, à Théo Boucard, Théo Mertz et à vous aussi auditeurs. Merci également à toute l'équipe de RCF. À bientôt avec les Jeunes Européens Strasbourg.